Commençons avec la dernière conférence qui traite l'Égypte. La désertion est un phénomène peu étudié pour le Haut-Empire. Alors que Catherine Wolf traita ces phénomènes pour la période républicaine et qu'il y a certains articles ainsi qui concernent l'Antiquité tardive, il manque une enquête pour la période impériale. Ce n'est pas seulement parce que la désertion est un sujet qui n'a pas été délibérément traité pendant des décennies. La situation de la recherche reflète également notre documentation. Tite-livre et les nombreuses sources des derniers siècles de la République nous donnent beaucoup d'informations en ce qui concerne les déserteurs pendant la période républicaine. De même, les deux grandes collections du droit de l'Antiquité tardive offrent une série de constitutions impériales contre la désertion pendant le IVe jusqu'au VIIe siècle. Pour l'Haut-Empire, une documentation correspondante manque. Seulement dans le chapitre 16 des Re Militari du livre 49 des Digestes, on trouve certaines indications. En raison de ces silences apparents, on a même supposé que la désertion n'était pas un gros problème à l'époque impériale. Cela étonne un peu, et pas seulement lorsqu'on pense à la situation dans d'autres armées professionnelles prémodernes jusqu'à la Légion étrangère. Ce qui est encore plus important est le fait qu'on trouve des distinctions très nuancées au chapitre des digestes mentionnés. On différencia entre les transfugas qui passaient à l'ennemi, les déserteurs qu'on a rattrapés et les mansors qui faisaient face lui-même à sa punition après un certain temps. Des punitions différentes étaient prévues pour des recrues et les soldats assermentés, dans les cas desquels, en revanche, on faisait des différences si c'était la première fois ou une répétition, etc. Tout cela suggère que la désertion était un problème endémique pour l'armée romaine de Haut-Empire comme pour des autres armées prémodernes comparables. Mais jusqu'ici, on ne pouvait pas le prouver parce qu'on ne connaissait presque aucun document de la juridiction militaire d'un gouverneur romain. Ces tâches, mais d'une façon plus générale, toutes les tâches militaires des gouverneurs romains pendant des temps pacifiques, comme l'exercice, ne sont que peu tangibles dans nos sources. Il est d'autant plus important que l'Égypte offre de nouveaux témoignages pour cette thématique comme pour autres aspects du gouvernement romain. Dans le cas de la désertion, ce ne sont pas les papyrus qui offrent de telles informations, mais le second grand groupe de documents de cette province, les ostraka. Adam Bülow-Jacobsen a publié un tel ostrakon en provenance, comme tous les autres ostraka que lui et Hélène Cuveny ont publié, de routes et mines entre le Nil et la mer Rouge. D'après la première ligne de cet ostrakon, il s'agit d'une copie d'une lettre latine et d'un jugement, traduit aussi bien que possible, katadunaton, par une personne non nommée. Apparemment, il ne s'agit pas d'une traduction officielle. Le document traduit est une lettre d'un certain Pomponius Faustinianus à son ami Probus. Faustinianus informa son correspondant qu'il condamna un certain Julius Serenus, soldat de la même cohorte, et un certain Crepereus Donatus, soldat de la même cohorte, parce qu'ils avaient laissé leurs camarades dans le pétrin, même s'ils étaient attaqués seulement par quelques barbares faibles et en plus pour la plupart sans armes. Comme Faustinianus écrit, il a ordonné par conséquent que cette lettre et son jugement soient copiés et publiés dans le présidia des mines dans l'Égypte du Sud pour que les autres soldats en prennent connaissance. Alors Probus devait le faire également. Comme Bülow-Jacobsen l'a réalisé, l'identification de Pomponius Faustinianus est la clé essentielle à la datation précise du document.
Dans ce cas-là, on doit penser, comme Bülow Jacobsen l'a fait, à Pomponius Faustinianus, préfet d'Égypte au moins entre le 25 mai 186 et la mi-septembre 187. Dans le cas de son correspondant Probus, Bülow Jacobsen a proposé de l'identifier à un procurateur Césaris de ce nom, connu par d'autres ostracas qui ne sont pas datables d'une façon précise, mais qui datent de la fin du IIe siècle. Ces Probus dirigeaient, d'après Bülow Jacobsen, la carrière de Mons Claudianus comme Augusti Libertus et procurator. Cette identification reste fragile parce que le cognomen Probus était très commun. On pense plutôt à un officier comme correspondant, suivant le fait que le préfet parle de camarades, sustratiotae. On doit prendre également en considération que, dans le cas de l'Égypte de l'Haut-Empire, l'utilisation de la langue latine était jusqu'à présent seulement connue pour l'armée romaine et non pour la correspondance entre les préfets et d'autres fonctionnaires de l'Empire romain. La lettre présente un problème de compréhension qui ne peut pas être expliqué par le manque de compétences du traducteur. Elle fait référence aux deux soldats sous la forme suivante, soldats de la même cohorte. Mais on ne trouve aucune explication sur l'identité de cette cohorte. Cette manière de parler est très probablement explicable par le fait que les phrases qui se réfèrent à ces deux soldats faisaient partie d'une liste plus longue et qu'on a renoncé ou oublié de copier le titre de cette liste. Une inscription qui fut publiée récemment offre un parallèle. Un soldat de Vigilis à Rome, qui fut démis de ses fonctions à cause de ses maladies, a réuni sur une table de bronze certains documents qui lui étaient d'une importance particulière. Il y a inclus, entre autres, une lettre impériale par le moyen de laquelle lui, ainsi que probablement d'autres soldats, ont été démis. Si une telle interprétation des phrases inscrites sur l'ostracon est correcte, la liste utilisée par le traducteur comprenait plusieurs soldats de la cohorte en question, ou peut-être même de plusieurs unités qui ont été punies par le gouverneur d'Égypte pour désertion. Une telle interprétation concorde très bien avec l'intention évidente de cet ordre de publier l'ordre dans tous les présidia, le fortin du désert, pour décourager d'autres soldats de déserter. Compte tenu de la date de la lettre, du nombre de déserteurs pas si petit et de l'intention consciente de décourager la désertion, une question que Bülow Jacobsen n'a pas discutée se pose. Y a-t-il un lien avec le soi-disant bellum desertorum? Ce nom désigne des troubles antérieurs dans les provinces germaniques et gauloises causés par des déserteurs sous le règne de Commode. Nous sommes très mal informés en raison des sources maigres et peu fiables, encore une fois Hérodien et l'Historia Augusta. Cependant, on sait par une inscription, CIL, volume 11, numéro 6053, que l'apogée de ces troubles tomba dans la période entre avril-mai 185 et août 186, c'est-à-dire presque dans la même période que le gouvernement de Pomponius Faustinianus en Égypte. Je ne voulais pas établir une connexion directe, c'est-à-dire que les troubles dans les provinces germaniques et gauloises auraient provoqué des événements semblables en Égypte. Je pense plutôt à une connexion indirecte, c'est-à-dire qu'à la suite de ces émeutes, les gouverneurs de toutes les provinces ont consacré une attention accrue au problème de l'absence de la troupe. Pour utiliser la terminologie de la science de la communication, à cause de tels événements, le poids des nouvelles, der Nachrichtenfaktor, s'est alourdi d'une façon considérable. La revendication des Hérodiens que Commode envoie des lettres impériales à tous les gouverneurs dans lesquelles il les accuse de négligence va dans le même sens. Une fois de plus, un document en provenance d'Égypte est clair sur des phénomènes importants pour tout l'Empire, mais difficilement tangibles au dehors
de l'Égypte. Ce qui vaut pour la juridiction militaire vaut généralement pour la juridiction d'un gouverneur. Vous trouvez Pilate au coin droite. Les autres provinces ne fournissent pas même un dixième des informations que l'on retrouve dans les sources égyptiennes. Ces dernières nous donnant un aperçu unique sur la réalité de la juridiction d'un gouverneur romain. Cela vaut pour les règlements les plus généraux jusqu'aux minutiae des procédures. Commençons par le niveau le plus général. Un papyrus de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library à Harvard contient un document difficile à comprendre. Ce papyrus contient 3 colonnes. Dans la colonne de gauche, on reconnaît un édit du gouverneur Marcus Petronius Mamertinus par le formulaire typique d'un tel document, c'est-à-dire le nom et le titre du préfet au nominatif suivi du mot « legé ». Presque rien du contenu de cet édit n'est conservé, seulement le mot « bibladion » pétition et « anaphorène » faire une requête sont reconnaissables. Au-dessus des colonnes 2 et 3, on trouve un titre. Cela n'est indiqué seulement pas par le contenu, mais également par les plus grandes lettres. Hohegemon diagnosetai. Le gouverneur décidera. Dans les colonnes 2 et 3, les délits suivent pour lesquels le gouverneur rendra une décision, toujours introduit par peri, c'est-à-dire au sujet de. Les délits suivants sont mentionnés apparemment dans un ordre décroissant en importance. Meurtre, brigandage, emploi de poissons, rapt, vol de bétail, violence avec des armes, contrefaçon, falsification et fausse déposition, ouverture, clandestin et précoce des testaments, injure d'une manière intolérable. Il va également décider dans le procès de libérateurs qui se plaignent de leurs affranchis ou de parents qui se plaignent de leurs enfants. Après cette liste, un passage se trouve selon lequel l'auteur de ce passage, qui parle de lui-même comme moi, va également décider des autres délits si une partie appelle et donne un tiers de la valeur de la querelle comme caution. Andrea Jordens, qui a discuté comme dernier ces papyrus d'une manière exhaustive, est d'avis que la liste et le dernier passage étaient formulés par un empereur, c'est-à-dire Hadrien, en raison des changements entre la troisième personne et la première personne dans ce document. Selon elle, il s'agit d'un édit d'un préfet d'Égypte dans lequel il publia un règlement général des compétences du gouverneur par Hadrien. Une telle hypothèse n'est pas nécessaire à mon avis. Nous connaissons nombre des édits des préfets d'Égypte dans les cas desquels le préfet utilisait la première personne pour le texte central, même si l'introduction de chaque édit utilisait toujours la troisième personne. Bien sûr, pour le titre au-dessus de deuxième et troisième colonne, la troisième personne est encore une fois utilisée. Mais vous connaissez maintenant par d'autres documents la manière de coller ensemble des documents de différentes provenances. À mon avis, dans les colonnes 2 et 3, on ne trouve pas une constitution d'un empereur qui définit les compétences d'un préfet d'Égypte, mais une simple liste de délits à juger par le préfet rédigée par son bureau, les ses officiales. Cette liste est destinée à être publiée pour informer la population des délits dans les cas desquels le préfet jugera lui-même. La liste est trop laconique pour faire partie d'une constitution impériale et on ne voit pas la raison pour laquelle les compétences d'un préfet d'Égypte en ce qui concerne la juridiction devaient être définies d'une façon générale après 150 ans de gouvernance romane sur l'Égypte. À la fin, le préfet, et non l'empereur, parle de nouveau. Il jugera également des appellations, même dans les cas des autres délits, à condition que la partie qui voulait appeler dépose un tiers de montant en litige comme caution.
Pour résumer, à mon avis, on n'y trouve pas un règlement impérial sur les compétences judiciaires du préfet, mais une proclamation solennelle du préfet sur le type de litige dont il s'occupera. La raison y est qu'il avait reçu trop de pétitions, voir les premières lignes, souhaitant recevoir un jugement du préfet lui-même et non d'un juge inférieur. À mon avis, c'est une sorte d'information sur les règles de procédure, probablement dans le contexte d'une visite à travers la Provence pour traiter les querelles des habitants dans un certain nombre de lieux et non un règlement fondamental et constitutionnel. Ce voyage à travers l'Égypte sont documentés par environ 200 différentes sources. Le nombre de ces sources est beaucoup plus grand que dans d'autres provinces, dans les cas desquels le gouverneur était également obligé de faire le tour des conventus juridici, c'est-à-dire un voyage au centre de certains districts judiciaires pour y dispenser la juridiction. En plus, ces sortes sont d'une toute autre nature que dans les autres provinces. Alors que dans d'autres autres provinces, Pline en particulier et plusieurs inscriptions nous informent sur le lieu où le gouverneur séjournait pour décider les litiges, dans le cas de l'Égypte, nous sommes informés sur les détails d'un tel voyage. On apprend que le gouverneur utilisait avant tout les 4 mois d'hiver, la période entre la fin de décembre et avril, pour travailler à travers l'Égypte. Environ 1 mois de ces 4 étaient nécessaires pour le déplacement seul, normalement en bateau. Pendant le voyage, le préfet s'arrêtait à un certain nombre de lieux, peut-être environ 8, pour dispenser la justice et contrôler l'administration locale. Contrairement à ce qui était la règle dans d'autres provinces, en Égypte, il n'existait probablement pas un nombre fixe de lieux du conventus. Apparemment, le préfet avait un certain pouvoir de décision où faire un arrêt et jusqu'à quel point visiter la province. Il ne visitait probablement pas seulement le lieu du conventus, mais également les garnisons de troupes dans le pays. Parfois, il allait même jusqu'en mer Rouge. Nous ne savons pas combien de personnes faisaient le tour de la province avec le préfet. De toute façon, le gouverneur était accompagné par certains autres fonctionnaires de l'administration romaine. Les officiers voyageaient aussi avec le préfet, non pour des raisons militaires, mais plutôt pour dispenser la justice comme juge délégué du préfet. Finalement, le préfet était également accompagné par un certain nombre de ses amis, une garde de corps et des servants. On pourrait probablement estimer à 100 jusqu'à 200 personnes. Quand toute cette cohorte s'arrêtait dans un lieu, on visitait probablement toujours d'abord le sanctuaire local le plus important pour y sacrifier. Cette visite faisait partie d'une procédure solennelle d'Adventus, dans le contexte duquel le préfet était salué par les magistrats locaux et un orateur expérimenté. Le préfet et sa cohorte payaient pour les aliments, mais les instances locales avaient le devoir de procurer une offre suffisante, compréhensive et abordable pour tous les besoins. Quand il y avait un prétoire, le gouverneur et ses accompagneurs l'utilisaient. Dans des lieux sans prétoire, il était probablement logé dans des maisons privées. Malheureusement, nous n'avons aucun indice où le préfet et ses juges dispensaient la justice. On peut penser à un endroit fermé, un secrétarium dans un prétoire par exemple, mais aussi à un lieu public comme un sanctuaire, des thermes ou des gymnases. Mais malheureusement, les procès-verbaux de l'Haut Empire mentionnent seulement la ville où le litige fut décidé et non le lieu concret. Cela devrait bien la règle seulement pendant l'Antiquité tardive. En raison de cette pratique, nous sommes très mal informés sur le lieu de justice du préfet. Même dans le cas d'Alexandrie, nous savons seulement qu'on lui a remis des pétitions dans différents lieux, par exemple le camp de Légion à Nicopolis,
dans un prétoire, mais également dans un bâtiment appelé l'Agéon, c'est-à-dire un lieu où on pratiquait un culte pour le roi Ptolémaique, au moins à l'époque pré-romaine. Comme on s'attend et comme c'est connu des autres provinces, il y a une grande foule de litigeants qui attendaient un préfet à une telle station d'un voyage de conventus juridicus. C'est toutefois le cas lorsque le système était bien établi et non interrompu à cause de situations particulièrement tendues du point de vue militaire, c'est-à-dire au IIe siècle et au début du IIIe siècle. On sait par exemple que le préfet Tiberius Claudius Subatianus Aquila, qui était en fonction pendant la période de 206 jusqu'à 209, a reçu 1804 pétitions pendant 2 jours et demi à l'occasion d'un séjour à Arsinoé. Il est clair que ni lui ni son personnel ne pouvaient étudier ces 1804 pétitions pendant le voyage, mais qu'ils le faisaient après leur retour à Alexandrie. On apprend également qu'en même temps, les documents à contrôler dans le cas d'un seul district d'Égypte, du Nome, comprenaient environ 96 colonnes de papyrus. Cela impliquait également un travail qu'on pouvait faire seulement après le retour à Alexandrie. Malheureusement, nous n'avons pas de chiffres précis pour le nombre de procès qui étaient dispensés pendant une telle session de conventus. Nous avons seulement un témoignage en direct. Dans le cas du papyrus Hamburg 18 de 220-221, il s'agit d'une table de matière d'une collection de documents taxeos isagogeos, c'est-à-dire émanant du bureau de l'Esagogoïs, le chef de la chancellerie du préfet d'Égypte. Ces documents étaient envoyés en stratège, apparemment avec l'intention que ce dernier mette en pratique sur place les décisions que le préfet avait trouvées en travaillant sur les sujets pris à son attention dans le dernier tour de conventus. Entre autres, la taxis envoyée aux stratèges, c'est-à-dire aux fonctionnaires les plus importants de l'un des 38 districts de l'Égypte, 169 pièces de procès-verbaux sur 195 colonnes. Cette paperasse concernait seulement un nom, un district. En plus, il y a d'autres indices que le nombre de procès était considérable. Apparemment, pour chaque lieu de conventus, il existait un calendrier de ces procès qui devait faire partie de l'agenda du préfet et qui était connu avant l'arrivée du préfet à un certain lieu. Un autre fonctionnaire parmi le personnel du préfet, l'archistateur, le surveillait et l'organisait. Le préfet d'Égypte de l'an 111 devint furieux parce que certains litigeants avaient réservé des places sur ce calendrier, mais n'étaient pas apparus. Peut-être se sont-ils mis d'accord à la dernière minute, comme à Mayence. Comme peut-être un accord de dernière minute était désirable pour certains juristes, mais pas pour un préfet avec un calendrier rempli de la même façon que celui d'une spécialiste cardiaque aujourd'hui et qui n'aime pas attendre des parties qui ne présentaient jamais. Et de tels problèmes étaient endémiques. Un préfet des dernières années de Marc Aurèle fustigea dans un édit la pratique suivante. Beaucoup de pétitionnaires demandaient au préfet de traiter personnellement leurs affaires. Mais quand ils recevaient une souscription positive du préfet, ils ne faisaient pas d'effort pour obtenir une date sur le calendrier du préfet. Dans le futur, si telles personnes ne se procuraient pas une date sur ces calendriers dans les 10 jours suivants, la décision ne sera plus valable. Un type de constitution de préfet d'Égypte particulièrement bien documenté est l'édictum peremptorium, c'est-à-dire la citation officielle d'un parti dans un litige qui n'était pas apparu et qu'on citait avec la menace de décider par contumace si elle ne venait pas.
Nous connaissons deux exemples du 1er siècle, un du préfet Lucius Iulius Vestinus et un de Mettius Rufus. En plus, dans une pétition du 2e siècle, le pétitionnaire mentionna que son adversaire a été appelé 3 fois dans le cadre d'une telle procédure sans y obéir. Mais le danger de surcharge judiciaire de tels gouverneurs qui prenaient leurs tâches au sérieux était apparemment visible depuis le début du Principat. D'ailleurs, Auguste y a réagi par l'institution d'un fonctionnaire de type nouveau, qui n'existait pas au temps républicain. C'était une décision prise par manque d'alternative. Je me réfère à la fonction du juridicus dikaiodotes. Pour un tel juridicus, comme Auguste l'institua en Égypte et dans la Hispanie supérieure, mais probablement aussi pour une certaine période dans la Lusitanie, il n'y avait aucun parallèle dans les provinces de la période républicaine. D'après ce que nous savons, les legati proconsulum de la période républicaine n'étaient jamais fixés qu'à des tâches juridiques de cette façon. La nouveauté d'une telle fonction est indiquée par les titres flous que les deux premiers fonctionnaires utilisaient. Le premier, un certain Corvius Flaccus en 4 avant Jésus-Christ, utilisait la formule suivante dans une dédicace. Epistrategesas Thebaioidos dikaiodoton Pelusio, c'est-à-dire, d'après qu'il avait été épistratège dans la Thébaïde et pendant qu'il rendait la justice à Pelusium. Cela étonne à divers regards. C'est le seul exemple documenté où un juridicus rend la justice dans un autre lieu qu'Alexandrie. On reviendra sur ce phénomène. En plus, il n'était pas typique pour l'administration romaine qu'un représentant de Rome occupe diverses positions dans une seule province. Mais justement pour le début du Haut-Empire et de l'Égypte, on en connaît plusieurs exemples. On observe également que pendant la même époque, des expériences précédentes dans une certaine province ou région seraient apparemment plus importantes pour une nomination que pour une époque postérieure. Les premiers gouverneurs de la Lucie ont illustré une telle situation. Pour résumer, l'inscription montre certaines particularités, mais ne justifie pas, contrairement à la recherche récente, de douter que nous avons ici le premier exemple de ce fonctionnaire appelé le juridicus. Une périphrase, mais pas un titre, est également offerte dans le deuxième cas connu, déjà sous Tibère. On dit de la personne en question, hic cum mitteretur a Tiberio Caesari Augusto in Egypto ad jurisdictionem decessit provincia Aquitania. C'est seulement sous Claude qu'on trouve les titres qui deviendront la norme, Juridicus Alexandriae et Egypti ou Egyptu ca Alexandrias Dikaiodotes. C'est facilement et à mon avis un indice de la nouveauté de la fonction. À mon avis, c'était la lourde charge de juridiction qui était donnée par une province avec plusieurs millions d'habitants qui a forcé Auguste, qui aimait se comporter comme restituteur du système républicain, à introduire une telle fonction. Mais si le juridicus devait soulager le préfet, la question se pose à savoir si le juridicus avait certains pouvoirs dans le domaine pénal pendant les 2 premiers siècles du gouvernement romain en Égypte. Cette question n'a jusqu'ici pas posée par la recherche en ce qui concerne ces fonctionnaires, recherche normalement faite par des historiens du droit. Ils discutent seulement à savoir si ces compétences ne concernaient que la jurisdictio voluntaria, comme Henryk Kupiszewski l'a pensé, ou également la jurisdictio contentiosa civilis, comme Juliana Foti Talamanca le montra. Mais cette idée fixe d'un fonctionnaire peu importante est à mon avis une déduction illégitime du manque de sources. Bien sûr, le juridicus est mentionné seulement dans un passage des digestes, mais le préfet d'Égypte n'est pas davantage mentionné, seulement 5 fois. 12 inscriptions avec un cursus honorum mentionnent la fonction du juridicus et seulement 20 celle du préfet.
Apparemment, il y a une différence en ce qui concerne l'importance des deux fonctions, mais pas une différence énorme, comme cela devait être le cas si le juridicus ne s'occupait que des querelles mineures. Même la grande différence en ce qui concerne la documentation papyrologique n'est pas significative si on est d'avis que le juridicus ne faisait pas le tour des conventus, comme Foti Talamanca et moi-même le soutiens. S'il ne faisait pas le tour de la Provence, il n'entrait jamais dans l'horizon de Petit-Jean de Fayoum, d'où la masse de documentation papyrologique provient. La raison de cette permanence de juridicus à Alexandrie n'est à mon avis pas une question de compétence, mais plutôt de la nécessité de la présence continue de notre fonctionnaire romain au moins pour surveiller cette mégalopole et pour être présent lorsque des nouvelles importantes arrivaient de Rome. Des compétences concernant la juridiction criminelle concordent avec la remarque de Strabon que le juridicus était le maître de beaucoup de jugements. Elles vont également avec ce que nous avons des compétences juridiques des legati proconsulum du Haut-Empire. D'après Pline, de tels legati avaient modifié des peines de criminels et d'après Ulpien, ils pouvaient libérer des personnes qui étaient accusées à tort d'un crime d'une façon évidente. Le support du préfet d'Égypte par l'institution des autres fonctions équestres, comme le juridicus, le dieuketes, le procurator usiacus et d'autres procurateurs mineurs, est une stratégie souvent appliquée pendant l'Haut-Empire afin de décharger le gouverneur. Cette technique fut déjà utilisée par Auguste quand il conserva certaines institutions ptolémaïques, même si elles n'avaient pas d'équivalent dans l'Empire romain, le procurateur de Lydius Logos ou les épistratèges, par exemple. Une autre technique qu'on peut supposer l'existence également dans d'autres provinces, mais qu'on ne peut saisir que dans le cas de l'Égypte, est la rationalisation. En exemple, on est apporté par le développement des techniques de traitement des pétitions dans la chancellerie des préfets d'Égypte. D'abord, pendant plus de 180 ans de gouvernement romain, chacune des milliers de pétitions données aux préfets d'Égypte avait reçu une réponse individuelle, normalement une souscription préfectorale, seulement parfois une lettre. Cette souscription préfectorale était rédigée ou par le préfet lui-même ou par un membre haut placé de son bureau. Pendant les dernières années d'Antonin le Pieux, on a introduit une réforme qui rationalisa la procédure. Dans la plupart des cas, la souscription préfectorale avait toujours envoyé le pétitionnaire seulement à un autre fonctionnaire du gouvernement romain sans donner d'instructions supplémentaires concernant la façon de traiter l'affaire. Dans de tels cas, on pratiquait depuis le gouvernement de Marcus Sempronius Liberalis la souscription collective. Par ce terme, je veux désigner la pratique de collecter les pétitions pour lesquelles les pétitionnaires étaient envoyés aux mêmes fonctionnaires, comme le stratège ou l'épistratège, sans instruction spécifique. Ensuite, on collait toutes ces pétitions ensemble et appliquait à la fin une seule souscription du contenu suivant. Ceux-ci, au nombre qui avait donné ces pétitions devaient se rendre auprès du fonctionnaire en tel. Par cette procédure, les travaux d'écriture du bureau du préfet étaient diminués d'une façon significative, comme le nombre de pétitions traitées de cette façon l'indique. On trouve des chiffres comme 10, 19, 222, 233. Dans un cas, il est documenté que le préfet voulait traiter lui-même les affaires mentionnées dans 91 pétitions. Cette réforme doit être reconstituée indirectement d'après les pétitions connues. Une autre réforme, environ 50 ans plus tard, est partiellement connue par une lettre du préfet en fonction,
et doit partiellement être reconstitué d'après la documentation. D'après cette lettre, il semble que ces préfets, Tiberius Claudius Subatianus Aquila, étaient les premiers sous lesquels des pétitions remises au conventus, mais traitées seulement après son retour à Alexandrie, n'étaient pas publiées qu'à Alexandrie, mais également dans la Shora. C'était une chose très importante pour les pétitionnaires parce que, de cette façon, ils ne devaient pas se rendre à Alexandrie. Les autres éléments de cette réforme ne peuvent être reconstitués que par le biais des changements qu'on observe dans les cas de pétitions traitées. Apparemment, à cause de cette réforme, les pétitionnaires ne recevaient plus leurs pétitions avec la souscription du préfet. Au contraire, le bureau du préfet collait ensemble les pétitions traitées et les pétitionnaires étaient obligés de faire une copie des originaux dont l'exactitude devait être confirmée par des témoins. De cette façon, sans aucun doute, il devenait plus difficile de déposer une pétition, mais la réforme était sans aucun doute également un grand pas en avant contre les falsifications de souscription préfectorale. En somme, nous sommes confrontés à une réforme qui avait pris en considération autant les intérêts de l'administration que ceux de la population d'Égypte. Et cette procédure restait en force jusqu'en 327, c'est-à-dire au-delà des réformes de Dioclétien. La souscription était sans aucun doute le document le plus nombreux rédigé par la chancellerie du préfet. Comme les lettres et les édits, elles n'étaient pas seulement utilisées lors des querelles judiciaires, mais également pour des problèmes administratifs non contentieux. Le type de documents spécifiques pour la juridiction du préfet était les commentarii ou hypomnématismoi, c'est-à-dire les procès-verbaux des séances judiciaires du gouverneur. Ce qui était typique pour ces procès-verbaux pendant toute la durée du gouvernement romain était l'usage de l'oratio recta, style direct, alors que sous le roi ptoléméique, par exemple, on a transcrit les séances judiciaires au moyen de l'oratio obliqua, style indirect. En plus, dans le cas de tels documents bien conservés du Haut Empire, le cadre formel montre certains éléments communs relatifs pour la plupart à l'introduction. De tels procès-verbaux commençaient normalement par la phrase soi-disant d'extrait, c'est-à-dire citation des commentarii ec hypomnématismo, d'un fonctionnaire romain qui est nommé en suivant. D'après le nom et le titre du fonctionnaire romain qui préside l'audience juive, ensuite, on trouve le lieu de l'audience, la date de l'audience, parfois l'énumération des membres du concilium et la mention des parties plaidantes. Parfois aussi la mention de leur avocat. Puis le corpus de l'audience et la crisis, le jugement suivent. Ce sont les formules typiques pour tous les procès-verbaux du Haut Empire en provenance d'Égypte d'après ce que nous savons. Mais dans ce cadre, il y a une grande différence entre deux types. Le premier type était ces procès-verbaux qui dépeignent une audience de manière très détaillée avec une reproduction entendue de plaidoyers et de dialogues. Le deuxième type nous donne seulement le cadre mentionné, une ou deux phrases de ce qu'on a dit pour illustrer le sujet de l'audience et le jugement. Cette différence résulte de deux différentes intentions. Le premier type correspond aux procès-verbaux conservés dans les archives des préfets et donnés aux litigeants, probablement en échange d'une taxe. Certains éléments du cadre formel qu'on trouve seulement dans le cas de ces documents, comme la mention du contrôle par un membre du bureau du préfet, confirment le caractère officiel de tels procès-verbaux. L'autre type, ayant entre 10 à 20 lignes, était utilisé par des personnes qui n'avaient jamais été partie prenante dans l'affaire originale
et qui vivaient subséquemment, jusqu'à 120 ans après l'audience. Ils les citaient dans leur propre procès ou dans leur propre pétition comme parallèles pour soutenir leur position. Dans le contexte d'une telle stratégie, des procès-verbaux détaillés n'avaient aucune valeur. Ils avaient même des effets contraires et négatifs. Un fonctionnaire romain auquel s'adressait une telle personne pendant un procès ou par le moyen d'une pétition n'avait aucun intérêt à lire ou à écouter des flots de paroles avant que la phrase décisive n'apparût. Il était beaucoup plus convaincant de se contenter de citer d'une part les éléments qui donnaient l'impression que la citation était authentique, et de l'autre ceux qui mettaient en évidence ce que le pétitionnaire voulait démontrer. En général, on trouve 45 procès-verbaux de petite taille pour toute l'époque de l'Empire, parmi les 82 procès-verbaux des préfets d'Égypte conservés de cette période. Il n'est pas possible de décider si le jugement des gouverneurs des autres provinces était cité si souvent. D'un côté, de tels documents n'avaient que de faibles chances d'être inscrits sur pierre et de cette façon être conservés dans d'autres régions de l'Empire. De l'autre côté, l'absence de l'empereur comme source judiciaire dans l'Égypte du Haut-Empire est surprenante. Seulement le séjour de Septime Sévère en Égypte a eu comme conséquence que ses décisions lors de son séjour furent citées à de nombreuses reprises. Mais on ne cite que rarement une décision d'un autre prince. L'empereur était apparemment très, très lointain. Certaines caractéristiques de la documentation en ce qui concerne les procès-verbaux s'expliquent par cette pratique d'utilisation. Nous connaissons beaucoup plus de procès-verbaux des préfets pour des querelles de droit privé ou de droit administratif que pour des questions de droit pénal. La raison est qu'on avait davantage besoin de parallèles pour des questions compliquées du droit privé ou du droit administratif que pour des procès contre des criminels. Ces caractéristiques de notre documentation sont aussi la raison pour laquelle nous ne connaissons presque aucun verbal d'autres procurateurs de l'Égypte romain que ceux du préfet. Cela ne dit rien en ce qui concerne le volume de juridiction de ces procurateurs. Les procès-verbaux de ces derniers avaient trop peu d'importance pour être utilisés comme précédents et ils étaient trop éloignés de petits gens des villages du Fayoum pour être souvent confrontés avec leurs affaires judiciaires. Finalement, nous ne connaissons pas beaucoup de procès-verbaux de Eurydice. Mais parmi ceux que nous avons, on y trouve la première citation de procès-verbaux connus d'Égypte. Si on regarde ce document de près, nos observations se confirment. Dans la pétition en question, qui date des années 63 à 66, le pétitionnaire soutient qu'il avait reçu pendant l'année 51-52 un jugement de l'ex juridicus Caius Cecinatuscus dans un litige sur la modalité de paiement d'une dette. Le pétitionnaire avait, d'après ces mots, essayé plusieurs fois de mettre en œuvre ces jugements en utilisant des procès-verbaux de l'audience, mais sans succès. Malgré sa demande légitime, son adversaire l'avait empêché vu sa prominence locale. Maintenant, puisque Tuscus est préfet d'Égypte, il veut à nouveau essayer d'appliquer le jugement. Il est donc tout à fait clair que le pétitionnaire n'aurait pas de nouveau abordé la question si Tuscus n'était pas devenu préfet d'Égypte. Grâce à sa nouvelle activité en Égypte, son jugement avait gagné une autorité comparativement aux années précédentes. Le papyrus ne révèle donc pas seulement la durée du litige en Égypte romain et l'importance de la position locale d'une partie dans un litige pour appliquer un jugement des autorités romaines. En plus, il fournit un exemple impressionnant de la façon dont un pétitionnaire intelligent
pouvait utiliser ces caractéristiques du système pour revendiquer ses droits. Si on prend en considération les lettres et les édits des préfets d'Égypte et l'extrait des commentaires des gouverneurs, on est frappé par le fait qu'il y a un plus grand nombre de documents conservés pour certains prophètes que pour la majorité. Dans ce contexte, je laisse de côté la documentation des 100 premières années après la prise d'Alexandrie par Auguste et celle suivant la mort de Sévère Alexandre, parce que ces deux périodes ne sont pas aussi bien documentées que la période entre 80 après Jésus-Christ et 223. La liste la plus récente des préfets d'Égypte contient 112 gouverneurs. Pour 64 de ces préfets, nous avons au moins une lettre en édit ou une citation de leurs commentaires. Cette liste montre que les préfets des années avant le règne de Domitien et ceux du IIIe siècle avancé sont rarement documentés par un document de type mentionné ci-dessus. Mais même si on s'intéresse particulièrement à la documentation des préfets en fonction entre 80 et 223 après Jésus-Christ, on est surpris par les différences. Alors que nous connaissons normalement 2 ou 3 lettres par préfet de cette période, dans le cas de Servius Sulpicius Similis, préfet d'Égypte entre août 107 et mars 112 au moins, 6 lettres nous sont connues, auxquelles il faut ajouter 1 ou 2 édits. 11 documents, parfois très fragmentaires, parmi lesquels au moins 4 édits, peut-être même 6 et 3 lettres, sont conservés dans le cas de Marcus Petronius Mamertinus, gouverneur entre les derniers mois de l'an 133 et le premier mois de 137. Enfin, il faut mentionner Tiberius Claudius Supatianus Aquila, préfet d'Égypte entre les derniers mois de l'an 206 et le premier mois de 211. Dans son cas, la documentation papyrologique a conservé 6 lettres et en édit. Les hasards de la tradition suffisent-ils pour expliquer la différence entre 2 ou 3 lettres et édits connus pour d'autres préfets et 7, 8 et 11 documents pour ces 3 gouverneurs, c'est-à-dire pour des nombres plus que 2 fois plus grands? Ou est-ce que la différence est un indice du fait que nous sommes confrontés à des préfets qui prenaient leurs tâches très au sérieux, plus que d'autres, et qui faisaient beaucoup d'efforts pour maîtriser les problèmes de cette province? Regardons la documentation de Sulpicius Similis plus attentivement. Je l'ai choisi parce qu'il n'est pas ni le préfet le mieux documenté parmi les 3 en question, ni celui avec le plus petit nombre de documents. Naturellement, il y a parmi les lettres de Sulpicius Similis plusieurs lettres de routine. Avec ces lettres, le préfet en fonction envoyait des pétitions aux autorités locales avec certaines instructions indiquant la procédure à suivre. Mais seulement une de ces 3 pétitions concerne des problèmes privés d'une pétitionnaire, dans ce cas certains aspects d'un héritage, dans lesquels le stratège local pouvait appliquer des règles existantes pour clore l'affaire si l'adversaire du pétitionnaire ne voulait pas lancer un procès. La deuxième pétition concerne une affaire d'une institution publique, la bibliothèque ton Demosion Logon d'Arsinoites. Cette affaire a traîné pendant environ 35 ans, entre 90 après Jésus-Christ jusqu'en 124-126. La cause de cette affaire était la mauvaise condition de la bibliothèque, qui était les archives locales les plus importantes, et le délabrement des documents qui y étaient conservés. On avait construit un nouveau bâtiment par des moyens publics, mais le litige portait sur la désignation de la personne qui devait payer les frais de la réparation des documents délabrés. Dans ce contexte, certains liturges, c'est-à-dire des personnes obligées à remplir une fonction publique sans être rémunérées, destinées à la surveillance de la bibliothèque, et leurs grammateus avaient refusé de prendre en charge les documents de leurs prédécesseurs.
La raison était qu'il ne voulait pas devenir responsable des frais pour réparer le document. Ce comportement n'avait pas amélioré la condition des documents qui restaient en désordre et s'endommageaient de plus en plus. Devant un tel comportement, Sulpicius Similis a renforcé la souscription d'un de ses prédécesseurs en donnant l'instruction aux stratèges de forcer le successeur des pétitionnaires à accepter les documents dans l'état où ils étaient, c'est-à-dire sans préjudice à la question qui devrait payer pour les autres documents. On entend le soupir du préfet lorsqu'il proclame qu'il a pris cette décision pour que l'affaire soit finalement réglée. Cette décision nous semble très judicieuse, mais le litige continuait, parce qu'on se disputait de lors sur la façon de documenter précisément l'état des documents. La troisième pétition concernait l'immunité d'un certain groupe de tesserons vis-à-vis une liturgie. Comme le préfet le soulignait, la question avait déjà été traitée par un autre préfet et lui-même. De cette façon, les autorités locales devraient savoir comment procéder. Les deux dernières lettres traitent d'affaires importantes et compliquées. L'une concernait apparemment une réforme des pentémeros, c'est-à-dire l'obligation de toute la population à 5 jours du travail forcé pour la maintenance de canaux. Parce que la lettre fragmentaire ne fut apparemment pas écrite alors que ces travaux étaient usuels, elle ne traite probablement pas de questions de routine, mais de questions fondamentales. L'inspiration provenait, comme il semble, d'un stratège, parce que le préfet commence son ordre en citant une lettre de ses représentants locaux. Une autre lettre concernait la gérance d'un bain à Hermopolis. Un des curateurs avait informé le préfet que ses collègues n'étaient pas compétents et que cela portait probablement atteinte aux finances de la cité. C'est un type d'affaire qui est bien connu par la documentation des autres provinces et qui réclamait beaucoup de temps et d'efforts de la part des gouverneurs de province. Le deux édits de Sulpicius Similis traitent également des questions d'une certaine importance. L'un incluait encore une fois un édit de Metius Rufus, d'après lequel les femmes de la population indigène devaient insérer leur contrat de mariage avec les documents de leur mari pour qu'un créancier sache qu'il existait déjà certaines réclamations pour les biens de ces hommes. L'autre essayait de maîtriser certains problèmes de conventus. Le préfet a essayé d'éliminer des abus commis par les législants et par les représentants du pouvoir romain. Dans ce contexte, il a, comme j'ai déjà mentionné, essayé de mettre fin aux pratiques des parties plaidantes qui tentaient d'esquiver les audiences. Il a également menacé les juges qui ne menaient pas à terme les procès délégués à leur décision dans les périodes prévues ou qui se révélaient corruptibles. Ensemble, on trouve d'un côté, dans une certaine mesure, des affaires de routine. En plus, comme c'était typique pour le gouvernement romain, l'impulsion provenait souvent d'en bas. Et, si possible, on s'est orienté vers les décisions de ses prédécesseurs. De l'autre côté, le témoignage de ces préfets concerne presque tous les problèmes de l'Égypte romaine. Le système de liturgie, l'administration des cités, le soutien des canaux, l'organisation du système judiciaire et les questions du droit. Finalement, même les faiblesses des fonctionnaires de l'administration romaine. Et les lettres et édits montrent un préfet qui est au courant de ce que ses prédécesseurs ont décidé. Je ne connais aucun préfet qui s'est référé à tant de régulations de ses prédécesseurs et qui essaie de régler des problèmes difficiles de façon judicieuse. En somme, un préfet non innovateur, comme cela correspond à notre idéal d'un homme de pouvoir exceptionnel, mais compétent, ainsi qui concerne des domaines très différents et plus assidus que d'autres, si on pense au nombre de documents en considération. Finalement, les citations des commentaires.
Sulpicius Similis et Petronius Mamertinus font partie du groupe de ces préfets dont les commentaires ont été le plus cités comme précédents. On trouve dans ce groupe Marcus Sempronius Liberalis avec 8 citations. Le même vaut peut-être pour Lucius Minacius Felix, Sulpicius Similis et Petronius Mamertinus avec 6 citations. Comme dans le cas des lettres et des édits de Sulpicius Similis, ces audiences judiciaires citées comme précédents traitent d'affaires très différentes. On citait ces décisions à propos de sujets aussi divers que la longis temporis prescriptio, le droit de testatores et l'immunité des membres d'une même famille vis-à-vis des liturgies si un membre de cette famille était à ce moment liturgiste. Le temps me manque pour dessiner le profil de Petronius Mamertinus et de Tiberius Claudius Sulpicianus Aquila de la manière aussi détaillée. Les résultats seraient les mêmes. Plutôt, je voudrais mentionner que le peu que nous connaissons de ces préfets selon des sources non égyptiennes confirme que les trois étaient des gouverneurs d'une qualité extraordinaire. Dans le cas de Sulpicius Similis, Dion Cassius rapporte que Similis avait fait graver sur son monument funéraire une inscription disant qu'il avait vécu seulement 7 ans, soit la période pendant laquelle il n'avait pas eu de fonction dans le service impérial. Si une lettre de Fronton se réfère à Petronius Mamertinus et non à son fils du même nom, Mamertinus était un poète reconnu et un orateur ou juge très actif. Finalement, Sulpicianus Aquila. Il était aussi le gouverneur qui organisa la Provincia Mesopotamia, conquise par Septime Sévère. Que le gouverneur avec une telle tâche était choisi parmi les fonctionnaires les plus compétents de leur temps va de soi et est confirmé par l'exemple de Quintus Veranius. Aujourd'hui, nous n'avons pas abordé par le moyen de source d'une certaine province les idées d'un empereur, mais le caractère de gouverneur le plus important de leur époque. Permettez-moi quelques mots de conclusion pour toute la série de conférences. Je vais vous présenter dans les 4 conférences un nombre de sources de toutes sortes, épigraphiques, papyrologiques, numismatiques et archéologiques, qu'on a récemment publiées et qui ont changé nos vues sur le gouvernement romain de Provence d'une façon significante. Elles ne le font pas elles-mêmes. On doit l'interpréter dans le contexte de ce que nous avons su depuis longtemps. Seulement avant ce tableau, le fouillis de Waldgurmes, où les informations en ce qui concerne la mode de collecter les portoria dans le cas de la Lucie gagnent leur vraie importance. L'histoire essaie, par le moyen de différentes sources, en particulier de sources écrites, d'identifier des développements, des réformes et des révolutions dans l'espace et dans le temps. Pour le faire, on a besoin ou de sources qui nous informent de manière explicite sur de telles évolutions. Ces sources sont rares pour l'Antiquité, ou on a besoin d'une série de sources du même type. Si ces sources sont divisées en ce qui concerne le temps et l'espace, ce fait nous offre la possibilité d'identifier des éléments communs et spécifiques pour poser ensuite la question des raisons pour ces déviations. Ce ne sont pas seulement les sources papyrologiques ou d'autres sources provenant d'Égypte qui nous offrent une telle possibilité. Le même vaut pour les tituli picti, le soi-disant diploma militaria ou le poids, pour citer 3 exemples choisis de manière très arbitraire. Ce sont en particulier de telles sources qui nous offrent la possibilité de reconstituer au moins en partie la réalité quotidienne dans l'Haut Empire et particulièrement celle du gouvernement romain. Cette réalité est sans aucun doute une réalité pré-moderne, c'est-à-dire celle d'un monde avant que la Révolution française et la Révolution industrielle ont changé presque tous les éléments de cette réalité. Mais ce monde de l'Empire romain n'était pas un monde archaïque et primitiviste.
En particulier, beaucoup de phénomènes du gouvernement romain rappellent ceux-ci des États du 7e ou même 18e siècle. La paperasse et le problème de les ramasser et l'utiliser étaient à mon avis très similaires ou même presque identiques. Je voudrais finir par quelques mots de remerciement. Je remercie encore une fois Jean Scheid et les professeurs du Collège de France pour l'invitation. Je vous remercie tous de votre participation et de vos questions. C'était un honneur extraordinaire pour moi de présenter mes idées à un lieu si illustre. Je remercie tous mes amis, anciens et nouveaux, de la réception si chaleureuse. J'ai goûté ces journées à Paris. Finalement, je dois me remercier chez tous mes amis qui m'ont aidé à rédiger cette conférence. Je remercie en particulier Valérie Blais pour les corrections de mon français et Ulrike Emich pour tant de discussions sur le phénomène que j'ai posé. Au revoir et merci.